Le premier cabinet où j'ai travaillé, il y avait un patient qui, quand il venait pour un massage, il se mettait complètement nu. Avant de s'engager dans une relation, peut-être qu'il faut aller voir un psychologue ensemble pour voir si ça match bien. Arrêter de fumiser quand quelqu'un va pas bien, qu'elle est Wema, ou qu'elle a tout ça et puis elle fait encore ça, elle se plaint. Non, faut arrêter. Ce qui se passe parfois dans la tête des gens, c'est beaucoup. Alors, c'est pas de l'extérieur qu'on peut poser des jugements facilement, penser connaître tout, bien la vaïla, des petits trucs comme ça. Arrêtez quoi, d'être un peu plus bienveillant. Je trouve que la bienveillance, c'est quelque chose qui manque vraiment dans ce pays. Et c'est drôle, on a fait un atelier avec une amie à moi, atelier bienveillance, zéro inscrit. Hein. Soit on est trop bienveillant à Lomé, soit on n'en a rien à. Ouais, c'est juste s'asseoir, boire des bières avec ses amis. Pour les hommes, c'est ça. Je bois un naoulou avec mes amis et j'ai fait ma thérapie. Oui, mais tu vas reproduire les mêmes erreurs que tu avais fait avec, ta vie avec d'autres personnes. Odeka Media se veut de mettre en avant la jeunesse togolaise, mais pour cela, il nous faut des sponsors. Si vous voulez faire partie de cette aventure, contactez-nous sur le numéro qui s'affiche ici ou bien écrivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Nous serons ravis de faire équipe avec vous pour atteindre cet objectif. Bonjour à tous et bienvenue sur la Channel. Aujourd'hui, on reçoit Madame Aïdatou Oureya Kotas. Elle est madérothérapeute, c'est ça? Madérothérapeute, kinésithérapeute, ostéopathe et aussi psychologue. Elle va nous édifier un peu sur ce qu'elle fait et nous parler un peu d'elle. Bienvenue sur la Channel. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, on va parler un peu de la mathérothérapie. Mais avant ça, je vous laisse vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Mon nom c'est Aïdatou, togolaise. J'ai grandi jusqu'à mon lycée à Lomé et j'ai fini mes études en Bavière, en Allemagne. Et je suis restée 20 ans faire mes études, travailler. Et je suis rentrée à Lomé depuis un peu au-delà de 2 ans pour m'installer. Voilà. Est-ce que dans votre enfance, quelque chose vous prédestinait à devenir madérothérapeute, kinésithérapeute? J'ai un papa qui est médecin généraliste, qui était médecin généraliste, paix à son âme, et j'ai toujours voulu être dans la santé. Et kinésithérapie, la première formation, c'est parce que je voulais rester dans la médecine, mais dans une formation qui me permettait de rester plus de temps avec les patients, de passer plus de temps et d'avoir plus de proximité. Et voilà, et la kinésithérapie était bien appropriée. Qu'est-ce qui a été pour vous vraiment le déclic pour choisir cette voie-là? Comme j'ai dit, toujours voulu être dans la santé et ma sœur était en couple avec un Français dont la sœur était kinésithérapeute à Montpellier. J'étais en vacances à Toulouse, on parlait du métier, on m'a dit que ça fait, voilà, on peut travailler partout dans le monde, on passe du temps avec les patients, on bouge beaucoup, on peut être kiné sportif et tout et ça a été un déclic pour moi. Et surtout, j'ai su que la kinésithérapie, c'était pas que dans un seul domaine, mais on pouvait travailler en pédiatrie, en chirurgie, en neurologie, en orthopédie, en gynécologie, en gériatrie avec les personnes âgées. Alors, vu que c'était plusieurs domaines en un métier, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a donné le déclic de choisir ce métier. Vous êtes aussi madérothérapeute. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Bien sûr, avec plaisir. La madérothérapie, c'est une thérapie ancestrale qui vient de la Colombie, qui permet de raffermir le corps, le sculpter, perdre en cellulite. Elle a été créée par des femmes qui simplement, après la maternité, voyaient qu'il y avait des zones voilà, disproportionnées de leur corps. Elles ont commencé avec du bois, madère en espagnol, à simplement frotter les zones qu'elles n'aimaient pas par ah, j'ai pas envie, j'aime pas cette partie de mon corps. Et avec le temps, elles ont vu que ça marchait et c'est devenu une technique très très répandue au Brésil et en général en Amérique latine. Voilà. À part pour raffermir le corps, quels sont les bienfaits de la madérothérapie? Ça améliore la circulation du sang, ça améliore le système immunitaire, ça diminue la cellulite, ça raffermit la peau, ça permet d'avoir une meilleure fabrication de collagène qui augmente l'élasticité de la peau et de côté réduction de poids également. Voilà. Euh,
Comment diriez-vous que la magnétothérapie et la kinésithérapie, ou même aussi l'ostéopathie, se rejoignent? Déjà, j'ai fait cette formation parce que l'été, il y a 3 étés, j'avais beaucoup accompagné des femmes en rééducation périnéale après l'accouchement en kinésithérapie et elles étaient toutes là. Oui, mais c'est bien, le périnée va très bien, mais bon, ce ventre, j'en ai, voilà, j'aimerais bien le perdre. Et de là est née l'idée de me former en madérothérapie et ça va très bien. Après avoir accouché, après avoir fait sa rééducation périnéale, on commence le sport, on vise à perdre le poids qu'on a pris pendant la grossesse et en accompagnement, cette remise au sport, avec la madérothérapie, on a un résultat plus avancé. Alors, ça complète la santé et le bien-être. Après avoir retrouvé sa santé, on tend vers le bien-être et la madérothérapie complète très bien. Avec l'ostéopathie, simplement, l'ostéopathie, c'est une technique de manipulation très très douce qui permet de rendre de la mobilité au corps et de l'équilibre au corps. Un corps qui se sent bien, sans cellulite, à la taille à la forme qu'on veut, ben, c'est bien sûr un équilibre dans le quotidien. Alors, ça se complète bien, la santé et le bien-être. Est-ce que c'est possible de passer d'un corps, bon, je dirais en surpoids, à un corps, on va dire, normal avec la mathérothérapie? Oui, oui, oui. Oui, oui. On peut, en faisant des séances bien disciplinées, en ajoutant aussi, parce que c'est pas simplement vous venez, on vous fait la Madéro et puis c'est fini. Il y a des conseils par rapport à la réduction de sucre, il y a des conseils par rapport à l'hydratation, l'arrêt de l'alcool, le sport, justement pour accompagner. Alors c'est tout un ensemble qui permet bien sûr de réduire. Et ce que j'ai eu comme résultat, le plus grand, c'était en 10 séances, 9 centimètres tour du ventre pour un homme. Alors, je crois que c'est pas négligeable. C'est un grand résultat et c'est beaucoup. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se passe une séance de magnétothérapie avec vous? Oui, une séance avec moi se passe au cabinet ou à la maison, selon la prestation que vous préférez. Où d'abord, il y a une tisane que je fais boire qui est fabriquée maison par le cabinet. Et derrière ça, il y a la séance qui se passe avec un mélange de gestes drainants plus la madérothérapie avec le bois. Et à la fin, je laisse le corps se reposer. Il y a des façons de s'installer qui permettent à la lymphe de mieux circuler et accélérer le résultat de la madérothérapie. Et derrière ça, il y a un autre thé qu'on offre à nos patients à boire. Et ça doit être dans un espace de minimum 2 séances par semaine. Voilà, il y a des paquets de 10 en général que on propose pour avoir un résultat. Et ce paquet de 10 se fait à 2 fois par semaine minimum. Ceux qui ont le temps et qui veulent un résultat plus rapide, on peut le faire en moins de temps, c'est-à-dire en 2 semaines, le paquet de 10, ou sinon en un mois et demi. Quels sont les effets des thés dont vous parlez? Ah, c'est des thés drainants, c'est des thés qui permettent de stimuler la lymphe, qui permettent de faire partir la rétention d'eau. C'est des thés diurétiques, voilà. Si on parle de la rétention d'eau, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est, par quoi c'est causé? Dans notre corps, on a des litres de lymphe et on a des ganglions qui travaillent pour que cette lymphe circule dans le corps. Sinon, on aura nos extrémités, nos mains, nos pieds vraiment gonflés, ce qui arrive parfois quand justement il y a un problème de circulation. Et la lymphe, elle est là justement pour régulariser le système dans le corps. Et la rétention d'eau, c'est quand justement cette lymphe n'arrive plus à circuler, quand elle reste stockée dans les extrémités, que ce soit notamment le plus souvent dans les extrémités des jambes, des pieds. Voilà, c'est ça la rétention d'eau. L'eau n'arrive pas à être éliminée par les reins. La lymphe ne circule pas et reste dans les extrémités.
Est-ce qu'il y a des contre-indications à la madérothérapie? Il y a des contre-indications. Par exemple, quand on a une tension trop élevée, quand on a des veines fragiles, quand on a tendance à avoir des veines qui se cassent, les phlegmologues, par exemple, voilà. Et il y a aussi quand on est enceinte, on ne fait pas de madérothérapie. Quand on est dans sa période menstruelle, on ne fait pas de madérothérapie. Et quand on a aussi des kystes ovariens, par exemple, euh, oui, quand on a des kystes ovariens, par exemple. Vous avez parlé des outils en bois Mm, de la madérothérapie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel outil fait quoi spécifiquement? mm. Oui, il y a plusieurs outils. On commence par une première. Je peux vous envoyer des images après. Et qui est d'abord, elle, là, pour vraiment, vraiment casser la cellulite, la graisse. Et il y a d'autres après pour accompagner vers la lymphe. Et à la fin, le dernier qu'on utilise, c'est celui pour sculpter, justement, après avoir tout cassé, pour obtenir la forme qu'on souhaite dans, de, après la Medero. Alors moi, j'ai une question. Allez-y. Vous dites que la madérothérapie permet de sculpter le corps. Mm. Est-ce que on peut passer de un corps sans fesses à un corps avec un peu plus de fesses avec Mhm. la Ah oui, si, Ah si, bon? si, 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 c'est très possible. Et j'ai même une patiente qui peut en faire un retour. Mhm. Elle est venue, on a fait de la Madero. Je lui ai dit, ben, madame, vous aimerez qu'on fasse ça et tout. Elle était là, ouais, oui, pourquoi pas. Et je crois, après quelques séances, quatre ou cinq, elle était là, bah, Aïda, je pensais que c'était une blague, mais on me fait la remarque. On me fait la remarque comme quoi j'avais voilà, des fesses plus rebombées. Voilà, exactement. Est-ce Ah, que tout au long de votre carrière, enfin, je suppose que oui, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu des anecdotes sur votre métier, des demandes un peu folles que vous avez reçues? ah là là, il y en a beaucoup. Dans quel sens? En général, Oui, oui, de façon ah, générale. la plus drôle, je vais la raconter parce qu'elle est la plus neuve. J'ai une patiente, quand elle vient pour sa rééducation périnéale, son petit garçon, Mhm. il arrive à faire bien caca chez nous au cabinet. Et je devais voir sa maman il y a, je crois, mercredi. Et elle me dit, non, le petit est malade, on n'a pas pu se voir. Et puis derrière ça, elle me dit, bah, c'était une forte constipation. On aurait juste dû venir chez toi au C'est vrai. cabinet. Et on aurait évité l'infirmière, le médecin et tout. Il était juste constipé. Alors, c'est l'anecdote la plus récente et une des plus drôles. Ben, le petit garçon, ben, il arrive au cabinet. Il est tellement détendu chez nous que voilà, il se laisse aller. Et les demandes un peu pas logiques. Ben, pendant le Covid, j'ai eu une demande de quoi aller faire une séance dans un hôtel, mais qui avait l'air très, très, très chelou. Voilà. Et une des anecdotes les plus drôles à Munich, dans le premier cabinet où j'ai travaillé, bah, il y avait un patient qui, quand il venait pour un massage, il se mettait complètement nu. Euh, à poil, quoi. À poil de chez à poil. Et voilà, retraité de 70 ans à peu près. Et voilà. Et je rentre dans la salle de soins pour faire mon massage. Je découvre un homme. OK. Voilà. Et ça, c'était aussi quelque chose. Et sinon, il n'y a que de belles expériences, hein, d'accompagnement qui se font, où on devient, où on tisse des liens, où voilà, on garde le contact et voilà. Est-ce qu'il y a eu des clients qui vous ont particulièrement touché? Oui, oui, oui. En formation, j'avais une petite fille, malheureusement, qui est décédée de la rougeole. Elle s'était pas faite vacciner. Et voilà, ça, moi, je l'ai soignée et en finissant mon évaluation avec elle, bah, j'ai appris qu'elle devait être
envoyer à la maison pour simplement avoir des soins palliatifs et partir en paix. Alors, ça m'a très, très touchée. Et d'une autre part, ben, d'autres enfants hein, qui, avec une déformité, malformation des pieds, avec des exercices et tout, qui maintenant arrivent à jouer au tennis, qui sont bien dans la vie, où on voit plus ça et qui, avec le travail qu'on a fait, ben, ont une vie normale. Ça m'a aussi touchée. Et sinon, ben, beaucoup de personnes âgées aussi qu'on accompagne, où on a des liens, voilà, un peu, voilà, ça devient des grands-mères substitutives par des petites habitudes. Tu arrives, il y a ton petit chocolat ou ton petit café, ce qu'elles savent que tu aimes, qui est déposé, une attention, voilà, qui fait que ces gens restent dans nos cas. Peu importe où on les porte avec soi. Je voulais aussi vous demander, est-ce que la mathérothérapie convient aux enfants? Non. Non. Non, la madérothérapie, jusqu'alors, déjà, ça doit être une personne qui est déjà dans ses menstrues. D'accord. Et en plus, non, j'en ai pas encore fait pour les enfants. Et en général, de quoi ils ont besoin? Ils perdent très facilement, les enfants. Alors, quand on les met au sport et à un changement d'alimentation, normalement, ça suffit. Alors, j'ai jamais eu de demande d'enfant. Et je ne pense pas que ce soit contre-indiqué, mais je crois que le besoin n'est simplement pas là parce qu'ils arrivent à facilement perdre les enfants. Hum, Vous êtes aussi psychologue. Mm. Est-ce que vous direz que ce sont des qualités dont on a forcément besoin pour être mathérothérapeute, par exemple? Non, pas forcément. Pas forcément. Je crois que la psychologie, c'est un espace d'écoute et de prise de parole pour mieux se comprendre, se connaître et baisser les tensions intérieures. La madérothérapie, oui, ça a bien sûr un effet psychologique. Quand on se sent mieux dans sa peau, ben, c'est clair qu'on a une autre confiance de soi et estime de soi. La corrélation directe, je ne vois pas celle que moi, en tant que thérapeute, j'apporte, mais en général, la madéro, quand on en fait le résultat et psychologiquement, oui, il y a un effet direct, mais pas forcément une thérapeute qui n'est pas psychologue aussi peut donner le même effet en faisant la madérothérapie parce que on se sent bien dans sa peau, on est content. Même moi, j'ai une collègue qui m'en fait, moi, de la madérothérapie. Quand elle finit la séance, ben, j'ai les yeux qui pétillent, je suis très, très, très heureuse parce que ça fait du bien, on se sent bien, on sent vraiment que quelque chose a bougé dans son corps. On voit le résultat directement, alors c'est clair que ben, on n'est pas parti courir combien d'heures et on voit que en termes de volume, ses jambes ou le ventre, moi j'en fais souvent aux jambes, les jambes se sont affinées. Ben oui, c'est psychologiquement, waouh! Voilà. Combien coûte une séance de mathérothérapie avec vous? Avec nous, la séance de madérothérapie coûte 30 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Et de temps en temps, en été, là, on a des packs où on fait 10% de réduction. Voilà. Là, une zone coûte 30 000 francs D'accord. au cabinet. Une zone, Voilà. pas une séance. Une séance. Une Ok. séance C'est d'une zone. une zone par séance, c'est ça? Ça dépend. Je recommande toujours aux gens, quand ils ont un objectif, de faire zone par zone. Parce que quand on fait zone par zone, ben, le résultat, il est plus rapide. Et en général, on a toujours une partie qui nous tient plus à cœur. Alors, mieux vaut la faire, maintenir ça, et puis une autre fois, continuer avec l'autre zone avec laquelle on veut continuer. Et souvent, quand on a déjà la zone qui nous tient à cœur, qui part, on est souvent motivé à faire du sport et l'autre zone aussi part facilement. Alors moi, je recommande ça. Voilà. Combien de temps à peu près dure une séance? Ah, écoute, dure une bonne heure, hein. Ah oui. Plus d'une bonne heure. Ok. 1 heure et quart. Par boire le thé, commencer et on mesure toujours selon la fréquence. Selon chaque personne, on individualise. Chez certains, dans tous les cas, on mesure à la première, on mesure entre-temps et à la dernière pour justement voir l'évolution et justement en remesurant après la première pour voir si le client suit bien les recommandations pour dire, OK, c'est bon, on est sur la bonne voie. Ou parfois, quand ça diminue pas, pour savoir, ah, c'est hormonal, là, on peut pas. Voilà, voilà, pour mieux
continuer, orienter et structurer les séances, la thérapie. Et, combien de temps faut-il mettre en chaque séance pour avoir un bon résultat? 2 fois par semaine, peu importe l'espace qu'on prend, mais que ce soit minimum 2 fois par semaine. De recommandation, c'est toujours mardi, jeudi que je recommande, ou chez certains mercredi, samedi. Enfin, en tout cas, que ce soit minimum 2 fois par semaine. En bas de 2 fois par semaine, je dis, bah, cherchez du temps quand vous pourrez 2 fois par semaine, là, on commence. D'accord. Voilà. Du coup, vous êtes aussi psychologue. On sait que la psychologie, c'est un peu un sujet tabou dans nos sociétés. Est-ce que vous pensez que vous arrivez à déconstruire les clichés et à un peu plus ouvrir les esprits sur ce sujet-là? Là, je dois dire, tu avoues que je suis positivement surprise à Lomé. Je crois qu'avec tous les réseaux sociaux, santé mentale, les hashtags et tout, chacun, et en général, les gens arrivent à dire à leurs amis maintenant, il y a quelque chose qui va pas, va consulter. Alors, j'ai pas eu à faire beaucoup de travail là-bas. J'avoue que je prends aussi par trimestre 4 à 6 clients nouveaux maximum pour mieux accompagner les gens. Et les gens sont c'est toujours des clients qui viennent facilement parce que justement, ils ont remarqué eux-mêmes que le besoin était là. Et ça n'a pas été difficile pour moi. Ça a été, les gens sont venus spontanément sans, comment dit-on, sans mauvaise, voilà, il n'y avait pas grand-chose à déconstruire parce qu'ils savaient bien que, voilà, c'est pas la tante, c'est pas, c'est pas la copine jalouse, c'est pas le voisin, mais voilà, je crois que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, quoi. C'est pas ailleurs. Alors, j'ai pas eu à travailler déjà sur ça. C'était des gens qui étaient toujours prêts à, justement, travailler sur eux-mêmes et savoir quoi rajuster dans leur environnement parce que ça joue toujours un rôle. Et voilà, ça n'a pas été difficile, je vais dire. Mais est-ce que le premier contact se passe bien généralement? Est-ce que c'est pas des gens qui ont des appréhensions, qui ont un peu de mal peut-être à s'ouvrir? Oui, et quand c'est comme ça, ils reviennent pas. Quand c'est comme ça, ils reviennent pas. Et ouais, sur 100% des gens, j'ai eu ça, peut-être 20% des gens qui, mais moi je me dis, c'est qu'ils n'étaient pas encore prêts. Et je me dis, ben, peut-être que je les reverrai quand ils seront prêts. Mais si, ça arrive. Mais ça, c'est pas au beau milieu de la thérapie, c'est déjà à la première séance. Et souvent, c'est le fait de ne pas encore être ready. Comment ça se passe, une séance de psychologie Mm. avec vous? De la prise de contact au premier rendez-vous, après à la fin? Ben, tout est toujours individuel. Souvent, j'ai eu aussi à travailler par Zoom meeting, de loin. C'est toujours, on prend contact. La première séance, c'est plus établir dans quel cadre on va travailler, établir, écouter, savoir les objectifs et selon comment la personne arrive. Si une personne arrive en détresse, ben, voilà, il faut travailler autrement. Si une personne arrive parce que maintenant elle est consciente qu'elle doit faire un travail. On commence aussi différemment. Alors, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, c'est d'abord définir par téléphone ou quand la personne vient, si elle veut que ce soit passe en présentiel ou si ça l'arrange que ce soit par Zoom. Et puis définir les horaires en général et surtout impliquer le patient pour qu'il sache que il y a une fréquence. C'est 1 fois par semaine ou chaque 2 semaines. Mais en tout cas, pour atteindre un résultat, ben, il va falloir travailler ensemble. Il n'y a pas de cette semaine, j'ai envie, j'ai pas envie, je viens pas. Il faut cette compliance du client, patient et plus, voilà, pour adhérer. Et je dis en général, combien mon évaluation, ben, on aura besoin de 6 séances, on aura besoin de 10, on aura besoin de beaucoup moins. Voilà, je dépends toujours. Il y a une question qu'on se pose souvent, c'est au niveau du prix de ces séances. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ouais, l'accompagnement, par exemple, quand moi j'accompagne les femmes enceintes pendant la grossesse,
Oui, le prix, il est de 30 000. Je suis pas dessus, truc dessus. Et cet accompagnement, souvent, il est pas que psychologique, mais aussi physique. Je prépare tout ce qui est périnée pour l'accouchement, le physiquement. Et à coup de tout ce qui est aussi thé, tout ce qui est aussi comment, quand l'enfant va venir, qu'est-ce qui. Voilà, col de l'utérus, santé. Physique et mentale et nutrition aussi. Je donne des recommandations. Et de l'autre côté, il y a des accompagnements qui se font normalement. Et là, c'est entre 10 000 et 40 000. Ouais. Ça dépend de l'âge de qui vient vers moi, si la personne est assurée ou pas assurée. Et voilà, parfois, c'est des gens qu'on reprend de certains autres collègues à nous qui sont peut-être en déplacement ou qui ne peuvent pas répondre à la demande et je m'aligne au prix du collègue qui, par exemple, me renvoie un de ses patients. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de refuser un patient qui vient de mettre fin à l'accompagnement parce que peut-être il était un peu trop difficile, peut-être que au cours du suivi, vous avez vu que le camp n'était pas forcément prêt à suivre? J'ai jamais arrêté un accompagnement. Pas encore, en tout cas. Mais quand le besoin se trouve, bah, c'est aussi quelque chose qu'on doit aussi accepter et dire, bah, là, je ne peux pas continuer avec vous. Je vous envoie vers ce collègue qui pourra s'occuper de vous. Mais plus qu'alors, mais pas encore. Est-ce que vous diriez que dans le métier, les portes s'ouvrent un peu plus, vous avez un peu plus de facilité à vous installer en tant que psychologue, bien sûr? Mm. Euh, Vu que j'ai beaucoup ouais, comment ça se dit, de prestations que je fais, beaucoup de domaines que je fais, je trouve que en psychologie, oui, ça commence à plus s'ouvrir. Ça commence à plus s'ouvrir. Les gens sont plus informés, les gens arrivent plus à venir vers nous. Surtout là, en cette fin d'année, oui, effectivement. Mm. Est-ce que vous avez des tabous, enfin, pas des tabous, mais des clichés, des idées reçues que vous aimeriez déconstruire au niveau psychologie? Oui, souvent, des gens, quand leur entourage va consulter, qu'il y a des changements, on dit toujours, ben, c'est parce qu'il est parti voir le psychologue, c'est de la faute du psychologue. Mais bon, il n'y a pas, le psychologue n'est pas là pour ordonner des choses à ses clients que les clients doivent faire. C'est qu'en faisant un travail sur soi, ben, les résultats ou les choses qu'on veut changer, mais on les change. Mais ça ne veut pas dire que c'est une personne qui a poussé le client à devenir, parce que souvent, l'environnement, il y a, en écoutant tout autour, il y a souvent, oui, ah, depuis qu'elle va là-bas, c'est elle, mais non, c'est des processus, et quand la personne est dans ce processus, ben, il y a des choix qu'elle fait, il y a des rajustements, et on ne peut pas directement accuser un psychologue pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, il y a aussi le côté, oui, elle va voir un psychologue, oh, c'est grave et tout. Je me dis, ben, au lieu de critiquer ça, mais on doit, je veux dire, quand on a une fracture au pied, ben, tout le monde nous pousse à ce qu'on aille voir un médecin. Alors, si une personne voit qu'elle va pas bien mentalement et qu'elle va voir quelqu'un, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. C'est quelque chose à admirer au lieu de critiquer. Voilà, et déjà ça. Et quoi encore? Et je recommande aussi à beaucoup de personnes ici, en général, dans ce monde assez, je veux dire, patriarcal et machiste où on est, avant de s'engager dans une relation, peut-être qu'il faut aller voir un psychologue ensemble pour voir si ça match bien. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est avant de découvrir qu'on est avec un bon manipulateur ou un gros pervers narcissique, ça évitera beaucoup de problèmes par la suite. Oui, c'est vrai. Mm. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez à vos patients, même que vous donnerez aux gens en général, euh, des petites astuces à faire chez eux pour se sentir mieux? Je sais pas, écrire dans un journal, par exemple, des petits conseils comme ça. Oui, écrire dans un journal pour structurer ce qu'il y a dans le cerveau. Et puis quand on écrit, ben, on n'oublie pas. Mais quand on laisse dans la tête, ben, ça peut vite s'envoler. Et surtout, avoir des moments
où on prend soin de soi. Ça, c'est très, très important, des moments pour soi et aussi savoir ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. Parce que souvent, on fait, mais on fait juste pour faire et faut avoir le recul de se demander, ben, qu'est-ce qui me fait du bien? On sait qu'on fait du bien aux autres, mais à soi-même, parce qu'en le faisant pour les autres et pas pour nous-mêmes, ben, à un moment donné, on est épuisé. Alors, ça, c'est déjà une astuce importante. Et prendre un moment où on s'occupe aussi de son corps, ça aussi. Et prendre un moment aussi où on ne fait rien, juste la pause. Voilà, ça, c'est des astuces que je donne. Et aussi, apprendre aussi, je trouve, bon, dans la petite expérience à Lomé, apprendre aussi à prendre ses responsabilités en général. Et aussi, apprendre à assumer les choses et de ne pas être tout le temps dans l'émotion, voilà, de ne pas être tout le temps dans l'émotion, mais pouvoir avoir du recul sur les choses. Voilà, hein, mais ça, c'est un cheminement, on finit jamais. Et puis, quand on pense qu'on finit, on a fini, ben, c'est justement là que qu'on sent que ça a pété, qu'on sait on n'a rien compris, quoi. Savoir que c'est un processus, des choses que dans la vie, on va toujours ajuster. Et dans la vie, il y aura toujours des choses, mais c'est à nous maintenant de savoir comment on va faire face. Voilà. Parce que ça finit pas. Et que ce soit positif ou négatif, alors ben, faisons tout pour vibrer et attirer le positif. Et quand c'est pas ce qui vient, ben, savoir comment y faire face. Voilà. Quel est le profil type des clients qui revient le plus chez vous? J'ai plus de femmes hein, en général. Je crois que j'ai accompagné très peu d'hommes, peut-être 20%, 30%. Et souvent, ben, c'est souvent ça, les relations. Les relations. C'est pour ça le côté préventif d'aller d'abord s'asseoir, savoir avec qui on est en train de s'engager au lieu de laisser le cœur et ouais, les lunettes roses. Voilà. Euh, hum, Au niveau de la madérothérapie, est-ce que là aussi vous avez des gestes, des astuces à conseiller à faire régulièrement chez soi? Déjà, la peau, bah, se masser la peau, hein. Ça, c'est déjà pour la Madero, mais aussi pour son ancrage à soi-même, se masser, soulever les jambes, quand on est, par exemple, allongé dans le canapé, un peu surlever les jambes pour que le flux lymphatique soit accéléré. Et s'hydrater, bien s'hydrater aussi. Et beaucoup travailler au niveau des jambes parce que plus on a de la musculation au niveau des jambes, plus on a fait un gros travail déjà sur soi. Sur tout ce qui est prise de poids, rétention d'eau, plus les jambes sont musclées, moins on a tendance à avoir des rétentions d'eau. Ça comme astuce. Et ben, bien s'alimenter. On va voir. Le sucre raffiné fait beaucoup de dégâts. Éliminer le sucre raffiné, réduire à avoir éliminé dans son alimentation. Voilà. Et bouger. Bouger, bouger, bouger au moins 4 fois par semaine. Se dire que ben, bouger, c'est comme se brosser les dents. On se brosse les dents chaque jour. Alors, ce serait bien de bouger chaque jour, même si c'est une demi-heure, mais que ce soit constant. Et pour ne pas retomber dans le je fais beaucoup de sport, je fais, après j'arrête, mais je mange la même chose et je prends du poids et bah, je vais plus au sport et c'est un cercle vicieux. Alors mieux vaut faire quelque chose de constant plutôt que de faire beaucoup périodiquement et voilà. Quel est le domaine dans lequel vous avez le plus de demandes? En kinésithérapie, kinésithérapie, kinésithérapie. Vu que c'est la rééducation et la kinésithérapie, c'est dans plusieurs domaines, comme j'avais cité, pédiatrie, neurologie, gynécologie, gériatrie, neurologie, voilà, que je dis, chirurgie post-opérative, orthopédie, tout ce qui est lombalgie et tout, scoliose. Alors, on a beaucoup plus de demandes en kinésithérapie. Et quelle est la différence entre la kinésithérapie et la madérothérapie? Vraiment, la kinésithérapie, c'est médical, c'est 3 ans à avoir 4 ans de formation avec des stages dans les hôpitaux. C'est un examen d'état qu'on passe et la madérothérapie, c'est une formation c'est le bien-être, quoi.
La madérothérapie, c'est plus l'esthétique, le bien-être, et c'est une formation qu'on fait sur quelques jours pour se certifier. Alors, on va dire que la madérothérapie est une certification qu'un kinésithérapeute, comme un esthéticien, une personne dans les soins cosmétiques, esthétiques, peut faire. Au niveau des gestes aussi, c'est différent. Oui, au niveau des gestes, la madéro, c'est avec le bois. On apprend toutes les techniques pendant la formation. Ce qui fait une différence, c'est que quand on est kinésithérapeute et qu'on connaît l'anatomie du corps, on a une autre façon d'appliquer la madérothérapie qu'une personne qui n'a pas le background d'anatomie et voilà, de connaissance du corps. Voilà. Il y a les mouvements de drainage que nous, on fait automatiquement d'une autre façon, certainement. Il y a un plus. Mhm. Voilà. Et quel est le domaine dans lequel vous vous épanouissez le plus? Honnêtement, c'est une très bonne question. Euh, tout ce qui est accompagnement de femmes enceintes, que ce soit sur le plan psychologique ou physique. Rééducation périnéale, éducation périnéale, voilà. Là, je m'éclate beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup faire les drainages lymphatiques. Voilà. Et des soins en ostéopathie aussi, parce on mobilise, on libère des blocages par des techniques très douces qui permettent d'avoir l'équilibre dans le quotidien. Et c'est juste génial de voir quelqu'un qui vient avec plein de douleurs et on fait une séance de 1 à 50 minutes à 1 minute, à 1 heure. Et à la fin, ben, la personne est, voilà, elle est bien. Oui, oui, c'est plutôt ça. En kinésithérapie, le côté gynécologique que j'aime beaucoup. Et en ostéopathie, ben, tout. Et voilà. En psychologie, bah justement, l'accompagnement de maman anxieuse qui vient et voilà, qui, pendant la grossesse, plein de traumas remontent, il y a plein de choses qui viennent et on arrive à, voilà, ou qui ont peur de l'accouchement quand c'est le premier bébé, qui appréhendent beaucoup ou qui n'ont pas de parents ou de famille proche d'elles sur le terrain ou en général émotionnellement et de voir comment une personne qui se faisait tous les films et tous les mauvais scénarios de l'accouchement finit par accoucher paisiblement, à ne pas avoir de déchirure, à plutôt avoir l'accouchement comme une lettre à la poste. Voilà, ça c'est ce voilà, qui me fait pétiller, ce qui me fait vibrer. J'aime beaucoup. Parce Voilà. que dans ces cas, c'est pas trop difficile de rester professionnel et de ne pas trop s'attacher à ces histoires de vie, finalement, à ces femmes qui viennent avec leurs histoires. Non, pas du tout. C'est des soins. Une fois qu'on a fini son soin, on l'a fini, on est content d'avoir ses enfants et cette personne dans le cœur, mais chacun a son cheminement et en tant que thérapeute, quand on a fini et tout, ben, il y a pas d'attachement, quoi. On va pas maintenant vouloir avoir des photos de l'enfant chaque mois ou savoir ce qu'il a mangé aujourd'hui. Non, c'est l'accompagnement pour la personne. Alors, une fois que tout est bien et qu'elle va bien, ben, c'est bon. Ça s'arrête là. Si derrière, on pense à vous et qu'on vous fait des retours et on vous tient informé, ben, c'est tant mieux. Et si c'est pas le cas aussi, c'est aussi pareil. Et donc, vous gardez souvent le contact avec vos clients après leur séance, après le soin, peut-être sur 6 mois, un an. Non, pas forcément. Ça dépend. Si le client lui-même veut donner des nouvelles, avec plaisir, mais il n'y a pas de suivi. Non, on a fait l'accompagnement. S'il y a des questions, moi, je suis toujours joignable. Je suis toujours ouverte et les clients savent qu'ils peuvent à tout moment, s'il y a quelque chose, nous contacter. Mais là, il n'y a pas comment dit-on, de prescription ou de recommandation de suivi. Non. Après l'accouchement, ben, on a préparé, l'enfant est venu. Il y a la rééducation à faire derrière. Parfois, les gens le font avec moi, parfois, ils le font ailleurs par rapport voilà, à d'autres facteurs, mais sinon aussi c'est bon. Et parfois, ben, c'est les mêmes personnes quand le bébé a quelque chose ben, et qui connaissent déjà le cabinet, on l'a suivi pendant l'accouchement, ben, ils emmènent l'enfant aussi pour ses soins là-bas, s'il y a des soins euh, qui sont demandés. Mais c'est vraiment... Alors, on a parlé de la madérothérapie, de la kinésithérapie, de la psychologie également.
On n'a pas encore vraiment parlé de l'ostéopathie. Mm. Est-ce que à ce niveau-là, vous pouvez me dire un peu la différence Mhm. qu'il y a à ce niveau? L'ostéopathie, c'est des techniques très très douces de manipulation qui ont but de libérer les blocages par voilà, des techniques douces et surtout après redonner la mobilité et le bien-être au corps et l'équilibre pour son quotidien. Pour, voilà. Quand on dit blocage, c'est par exemple un dos bloqué au niveau des articulations, un truc comme ça. Des blocages au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau de la hanche, au niveau de la cheville, du genou, des articulations ou simplement un inconfort dans le corps. Voilà. Et l'ostéopathie, c'est pas forcément quand on a quelque chose qu'il faut venir en faire, mais on peut venir de façon préventive. Quand on veut maintenir ce bien-être du corps, ben, on peut aller, moi je recommande quand il n'y a rien. Personnellement, j'y vais chaque deux fois dans l'année, chaque semestre. Voilà, aller se faire juste soigner, manipuler, faire diminuer les tensions pour que justement il n'y ait pas de blocage. Mhm. Voilà. Et à ce niveau-là, quels sont les prix que vous proposez? À ce niveau, ça dépend. Il y a la première séance qui est toujours à 30 000 et après les suivis à 25 000. Et parfois, on a des compagnes ou d'autres ostéos viennent pour qu'on travaille ensemble. Et là, c'est des prix beaucoup moins. On essaie de faire à 15 000 20 000 la séance. Voilà. Mais c'est 30 000 on va dire, la séance d'ostéopathie. Non. Voilà. Mhm. Et du coup, finalement, tout ça, c'est lié à la manipulation du corps. Si on prend, sauf la psychologie, la mathérothérapie, la Mhm. kinésithérapie, Voilà. l'ostéopathie. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui vous fascine? Ou bien finalement, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, sans forcément calculer cet aspect-là de la chose. J'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous avez, comment est-ce que je peux dire ça? Euh, un lien, un rapport avec la manipulation du corps qui vous a permis, mais qui vous a fait dire, OK, c'est vraiment dans ça que je vais faire. Ou bien c'est plutôt venu comme ça, et puis après, donc, les trois sont reliés à ce niveau-là. Non, moi j'ai toujours aimé le toucher et avec la kinésithérapie comme formation de base, j'ai vu qu'il y a des choses où on avait besoin d'au-delà de la kinésithérapie et c'était l'ostéopathie qui répondait à ça. Alors j'ai ajouté ça pour pouvoir mieux accompagner mes patients et la madérothérapie est venue en plus pour aussi mieux accompagner là. Ouais, ça a été des plus plus, voilà. Ouais, la madérothérapie, comme j'avais dit, pour accompagner les femmes enceintes et l'ostéopathie, ben, après un deuil, j'ai fait mon premier bloc et j'ai vu que ben, ça mobilisait pas que physiquement, mais aussi émotionnellement et tout. Et ça m'a permis de continuer là-bas. Et la madérothérapie, j'ai vu le résultat au visage surtout après parce qu'on se fait toujours des soins vice-versa. Et après des soins que j'ai reçus, j'ai oublié qu'on avait fait une formation. Je rentre après, je vois ma peau, je me dis, oh, qu'est-ce qu'elle a cette peau? Et puis je dis, ah ok, on a fait le visage. Alors c'est vrai cette histoire, ça marche vraiment. Alors c'est plus voilà, de fil en aiguille hein, et par le souhait de toujours améliorer et apporter plus à mes patients. Voilà, c'est comme ça que les trois, on va dire, se sont créés. Voilà. Est-ce que vous avez vu une différence entre vos patients ici à Lumé et vos patients à l'étranger? Oui, une très grande différence. Ouais. Je trouve que... Oh, hmm, j'ai bien rigolé, mais je peux pas encore mettre de mots. Hmm. Ça dépend. Ici, il y a des patients assez diversifiés de plusieurs cultures. Ce que j'ai remarqué, c'est que la discipline, hein, la discipline. Euh, bon, quoique là, en réfléchissant, elle est un peu pareille partout, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Hmm. Je crois que ici, les gens font par obligation.
par obligation parce que voilà, ça fait tellement mal qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ailleurs, les gens ont conscience que c'est pour eux, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça la différence, la nuance, on va Mm. dire. Mais tu n'as pas encore cette culture-là de venir pour se faire du bien. Mais maman, quand on m'a pas, ah, il faut que j'aille voir Voilà, un peu plus. c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas encore voilà, de prise de conscience de comment notre corps est important pour nous, mais c'est plus, OK, je ne peux pas marcher, je dois aller. Et au niveau du contact personnel, il n'y a pas de différence. La manière dont vous interagissez avec eux étant eux aussi, ils interagissent avec. Mhm. Je trouve que au Togo ou à Lomé, les gens sont très, très exigeants. Très, très, très exigeants. Et je crois qu'il y a un rapport qu'on a toujours de prestation de service ou quelqu'un qui vous fait un service d'un peu, un regard supérieur ou d'hierarchie un peu spécial à Lomé, mais bon, je me dis tout est comment vous aussi vous faites face aux gens. Alors, non, j'y arrive, mais il y a ça au début qui était un peu compliqué ou par rapport à la ponctualité. Là, j'ai vraiment bavé au début et un jour, j'ai dit non, mais c'est bon, je vais pas passer mes journées, les gens qui sont à l'heure. Les recevoir 1 heure plus tard parce que d'autres sont en retard. Alors j'ai mis des règles très, très, très strictes et ben ça a aussi filtré la clientèle qui pouvait venir chez moi. Mais moi, personnellement, et mon équipe, ça nous donne un bien-être et des journées sans frustration, des journées où on travaille avec fluidité, avec joie. Voilà. Donc ça a été avec la ponctualité, ça a été un grand challenge. Mais dès que j'ai décidé que ben, je n'allais plus subir ça, ben, ça s'est aussi fait très bien par des messages formels de prise de rendez-vous et voilà. Ça a été le challenge et quoi encore? Ah ben le côté d'être une femme aussi. Le côté d'être une femme, voilà, on arrive et on cherche ton chef. Moi, je dis souvent qu'il n'est pas là. Et puis voilà, quand je suis de bonne humeur, je dis qu'il n'est pas là. Quand je suis pas de bonne humeur, je dis, ben, c'est moi ou vous avez un problème avec. Mais bon, souvent, je suis de bonne humeur. Alors, mon chef est quelque part. Voilà. Voilà, il y a eu ça. Comment se passe une journée type de votre vie? De mode. Ben, matin, prière, franche, oui, prière, dire bonjour aux parents, passer un petit moment qu'on peut là-bas. Et puis, ouais, au cabinet, regarder comment l'installation a été faite. Souvent, j'ai la chance d'avoir une équipe très, très, très bien qui s'en occupe, voir et puis ajuster s'il y a besoin d'ajuster. Et puis voilà, hein. Et puis le premier patient arrive et puis voilà, on commence les soins. J'ai souvent des pauses qui me permettent de faire mes prières et des pauses pour manger, pour m'occuper de moi, lire un peu. Et je finis vers 18h, 19h, ça dépend. Voilà. Et puis, bah, on rentre chez soi. On rentre chez soi pour continuer sa petite vie. Et ce qui est bien, c'est que moi, une fois que j'ai quitté le cabinet, je me rappelle plus de quoi que ce soit. Je sais même pas ce qui s'est passé. Pour qu'il y ait quelque chose qui me touche, c'est que c'est vraiment nouveau et on n'a pas encore commencé à faire quelque chose. Alors là, il faut réfléchir à qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut il faut ajouter d'autres disciplines, une ergothérapeute, une psychomotricienne, faire appel à d'autres collègues paramédicaux ou paramédical ou médicaux, on dit, je sais pas. Ouais, para. Para. Voilà, voilà. Comment vous préparez une séance, disons, de magnétothérapie avant que le client n'arrive? Ah, j'ai une fiche de consentement D'accord. que je fais signer pour que la personne sache qu'il peut avoir des bleus et sache, je pose des questions pour savoir si elle a quelque chose qui est contre-indiqué. Et je pose la question pour voilà, de l'alcool, s'il y a la consommation, le sucre, l'hygiène de vie, l'hygiène de vie. Et puis, je dépose de quoi mesurer les tailles de la personne, les dimensions. Et ben, je lui explique posément, hein. Et voilà, on commence la séance comme ça par la tisane, le consentement, les questions. Et puis, voilà. Et puis, on s'en va dans la salle, on prend les mesures et puis
D'accord. Voilà, et ça commence. Et, et les coups commencent, la torture commence. La torture pour laquelle on paye. Ça fait mal. Ça fait faire mal, ça fait mal. La première et la deuxième séance font mal. Mais après, c'est bon. Le corps s'est habitué, et puis c'est Quelles sont les contre-indications après une séance de... boire du café, parce que le café fait la retention d'eau. Et boire du café, c'est tout, hein. Tu peux boire du café, par exemple, directement. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication spéciale. Ouais, non, c'est tout. Mm. Et quel conseil donneriez-vous à une jeune fille, un jeune homme qui peut-être rentre dans l'âge adulte pour éviter de se retrouver état avec certaines douleurs, certains blocages? Faire du sport, bouger, pas de façon excessive. Et quand en salle de sport, ben, avoir un coach qui montre bien les exercices et faire attention à l'alimentation. Pas trop de sucre. Le sucre raffiné, ben, c'est vraiment de pas mettre les boissons gazeuses, sucrées dans son hygiène de vie, de bouger. Voilà. Et quand on a quelque chose, de pas attendre que ça s'empire avant d'aller consulter, mais quand on a quelque chose, d'aller directement consulter. Voilà, de façon préventive, faire attention, surtout les poids, des sacs, pas sur un seul côté et tout, les talons, faire attention de porter des chaussures confortables pour ne pas avoir le poids sur un seul os. Voilà, et puis ben, les sacs, porter des sacs qui nous permettent de bien équilibrer le poids des deux côtés. Et voilà, hein, déjà, et bouger. Bouger, s'hydrater, parce qu'on oublie souvent de boire. Voilà, beaucoup s'hydrater en général. Quelle est votre vision dans, disons, 5 ans? Euh, Déjà pour commencer, pour la madéothérapie, comment est-ce que vous pensez, niveler qu'elle se développe dans le pays? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour en arriver là? Oh, déjà, communiquer dessus ce qu'on est en train de faire pour que les gens découvrent, pour que les gens en entendent parler. Et après, ben, on a un cabinet, peut-être se cloner. Et puis après, voilà, plus on parlait, plus montrer les résultats. Et puis former aussi à la fin, voilà, transmettre, former. Voilà. Et niveau psychologie, qu'est-ce que vous direz qui peut s'améliorer pour justement permettre aux gens de s'ouvrir encore plus et... Arrêter de tabou, de prendre ça comme un tabou quand quelqu'un vient pas. Arrêter de fumiser quand quelqu'un va pas bien, qu'elle est Wema, ou qu'elle elle a tout ça et puis elle fait encore ça, elle se plaint. Non, faut arrêter. Ce qui se passe parfois dans la tête des gens, c'est beaucoup. Alors, c'est pas de l'extérieur qu'on peut poser des jugements facilement, penser connaître tout bien, la vaille là, qu'elle est des petits trucs comme ça. Arrêtez quoi d'être un peu plus bienveillant. Je trouve que la bienveillance, c'est quelque chose qui nous manque vraiment dans ce pays. Et c'est drôle, on a fait un atelier avec une amie à moi, atelier bienveillance, zéro inscrit, hein. Soit on est trop bienveillant à Lomé, soit on n'en a rien à point, 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 et on veut pas être bienveillant, mais la bienveillance, quoi. C'est ça. Et puis de pas en faire un tabou, d'accepter si on peut pas soi-même le faire ou on se sent pas prêt à le faire, mais ne pas décourager. Oui, ouais, c'est juste s'asseoir, boire des bières avec ses amis. Pour les hommes, c'est ça. Je bois un aouyo avec mes amis et j'ai fait ma thérapie. Oui, mais tu vas reproduire les mêmes erreurs que tu avais fait avec dans ta vie avec d'autres personnes. Voilà, tu vas continuer voilà, à être toi-même pas bien et à rendre d'autres personnes aussi pas bien de par ce travail qui n'a pas été fait. Voilà. Je Ne pas. pense aussi que, comme vous l'avez dit, c'est aussi une question de communication. Il faut vraiment communiquer les gens à ce sujet, les éduquer et vraiment, comme vous avez dit, qu'il va faire pas pom pom. Ça, comme c'est quelque chose de normal ici, quoi. Pas juger les gens parce qu'ils ont des problèmes. Voilà. Et souvent, ceux qui jugent, ils ont de plus gros problèmes. C'est juste que eux, ils s'en sont même pas encore conscients. Alors, voilà, quoi.
C'est ça. Bienveillance, juste être bienveillant et puis ne pas être dans le jugement. Parce on est vite dans le jugement où on entend l'histoire de l'autre, on en fait une affaire personnelle, mais de quel droit? Ben, si elle décide d'aller voir le psy, mais c'est quoi, vous, maintenant, vous, votre avis à donner ou je sais pas quoi à donner, c'est pas votre histoire, quoi. On a tellement une facilité, je trouve, dans notre société de faire de ce qui ne nous regarde pas une affaire personnelle et en être vraiment convaincu. Et puis, notre langage aussi, parfois, notre façon de parler, ça doit être vraiment, voilà, revu, être revu. Absolument, absolument. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour ceux qui vous regardent? Euh, éduquez-vous, éduquons-nous, hein, c'est tout. Éduquons-nous parce qu'une fois qu'on s'éduque, bah, l'ignorance n'a plus de place. Parce que l'ignorance, c'est notre plus grande maladie, c'est ce qui détruit le plus. Éduquons-nous quand c'est pas une faiblesse de ne pas connaître quelque chose. Éduquons-nous et puis soyons curieux, voilà. Soyons curieux, éduquons-nous, voilà. Et osons, voilà. Osez simplement. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, ben osons. Quand on a envie de faire quelque chose, osons. Oser. Voilà, c'est ça mon mot de fin. Oser créer quand on a envie de créer, oser faire quand on a envie de faire et ne pas écouter tout le temps ce que et puis dans nos entourages, justement, cette bienveillance, quand elle n'est pas là, ben, on ose vite nous casser quand on ramène des nouvelles idées ou quelque chose. Non, osons et écoutons-nous, nous-mêmes, simplement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mhm. En tout cas, j'ai été très ravie de vous avoir. J'ai appris de telles choses. Mhm. J'espère que ceux qui nous regardent aussi auront appris de beaucoup de choses à vos côtés. Et voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. Abonnez-vous et restez créatifs.